Puis évidemment, une personnalité, elle est toujours très complexe. Le but du personal branding, justement, c'est de simplifier tout ça et de choisir seulement quelques aspects, tu vois, sur lesquels tu vas pouvoir parier. La réflexion, c'est de se dire avec lesquels moi je suis le plus à l'aise, sur lesquels on m'a le plus identifié, et lesquels vont me permettre le plus de me différencier. Bon, après, c'est héroïste, tu vois, je fais 100 000 vues en moyenne par post, donc c'est le truc que j'ai réussi à faire, tu vois, c'est à mettre tellement d'efforts sur un post que du coup, j'ai compris les mécanismes pour qu'il fasse 100 000 vues quasiment systématiquement. Moi, j'ai pas une famille d'entrepreneurs. Mes amis de plus long terme sont pas entrepreneurs non plus. Donc, en fait, moi, personne m'a encouragée à devenir aller là-dedans, quoi. Donc, j'étais un peu toute seule sur LinkedIn, tu vois. Même dans ma classe, ils se moquaient tous de moi à dire bah, qu'est-ce qu'elle fout celle-là sur LinkedIn, à poster et tout. Donc, je me suis vite rendu compte, effectivement, qu'il allait falloir que je m'entoure d'autres créateurs de contenu qui étaient comme moi. Là, j'ai eu la chance, en fait, à ce moment-là, donc assez tôt, de tomber sur Thibault Louis. Il est venu à moi. Parce qu'en fait, c'est la magie du contenu, finalement, c'est que bah, tu crées et puis du coup, t'attires des gens, tu vois, t'attires des clients, t'attires des partenaires, t'attires des potes, tu vois. Salut à tous, bienvenue dans l'Aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui on va parler de personal branding. Pour ça, je suis accompagné de la meilleure personne, une des meilleures personnes on va dire sur le sujet, c'est Maud Alaves. Maud Alaves, tu es spécialiste du personal branding, tu as même été, je crois que tu es top 2 créateurs LinkedIn France sur la thématique. Du classement Favicon ? Ouais, c'est possible, ouais. Il m'a semblé voir ça en tout cas. Donc voilà, t'accompagnes plein de personnes sur le personal branding, créer une image forte, mémorable, qu'on aime ou qu'on déteste, mais on n'a pas le choix de choisir un camp. Développer ça, faire vivre cette image sur LinkedIn, et on va aussi, donc tu vas nous donner toutes les clés pour faire ça, et tu vas aussi nous parler un peu plus de comment est-ce que tu as construit ton réseau, comment est-ce que tu as construit un petit peu ton lifestyle et ton entourage de médiapreneurs, on pourrait dire ça, quasiment. Ouais. Et voilà. Donc moi j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous raconter là-dessus. Mais d'abord, il y a 2 choses à vous dire. La première, c'est que vous avez tous les liens qu'on va mentionner, toutes les ressources, tous les outils, toutes les personnes dans le premier lien dans la description. Ça va vers le résumé de l'épisode, enfin sur la page de l'épisode, il y a un résumé écrit et tous les liens. Et la deuxième chose, c'est un grand merci à notre partenaire Factory 5.42. C'est le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse et c'est grâce à eux que ce podcast est rendu possible. Voilà, sans plus tarder, je propose de trinquer. Ah oui, avec plaisir. Avec le jus de pomme. Avec le jus de pomme, tu n'as pas laissé le suspense. Ah mais j'avoue qu'il a bien meilleur goût comme ça. Hein. Mais oui. Ça change tout. Tu mets du jus de pomme dans un verre à pied. C'est la incroyable. Pourtant, c'est du Carrefour. Ah ouais, bah, on dirait que c'est du jus de pomme premium, plus quoi. Ouais, voilà. Petit hack de psychologie pour commencer. Mais pour suivre, je t'invite, Maud, à te présenter. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, tu as un parcours où tu as fait pas mal de choses avant, je crois. Ok, alors du coup, tu veux la version longue ? Pas forcément longue, mais tu peux nous parler un petit peu d'où tu viens et comment t'en es arrivé à t'intéresser à LinkedIn et à être aussi présente là-dessus. Ok, alors je vais essayer de faire rapidement quand même, mais un peu en détail. J'ai ce qu'on appelle effectivement un parcours assez atypique, donc je rentre vraiment dans la case de l'atypique, tu vois. J'aime pas cette définition non plus, mais les gens adorent me mettre dans cette case. J'ai fait une école d'art, j'ai fait de la communication marketing, j'ai fait études en entrepreneuriat, j'ai fait un passage dans le mannequinat aussi pendant 4 ans. Et finalement, en fait, donc la dernière chose que j'ai faite, donc c'était il y a 3 ans, c'était le master entrepreneurial de SCP. Quand je suis sortie de là, j'avais un projet en tête, c'était de faire une école qui forme aux réseaux sociaux. On était 2 à la base, on s'est séparés au bout de 6 mois. Moi, j'ai continué pendant 1 an et demi, quand même, sur ce projet-là. Et en fait, j'ai tout fait pour faire connaître le projet. J'ai rien fait pour le faire, tu vois. Alors que j'ai pas une seule fois, j'ai regardé les financements locaux, ou tu vois, comment avoir des profs. Et en fait, ça m'a mis 1 an et demi avant de me rendre compte que j'avais pas envie de faire ce projet, tu vois. En fait, tu pédalais dans le vide, t'avais pas envie d'avancer. C'était pas fait pour moi, et du coup, il y a un moment, j'ai fait l'état des lieux, je me suis dit, ok, si c'est pas l'école qui forme aux réseaux sociaux, si c'est pas le Social Club, ça s'appelait,
qu'est-ce que ça va être? Et donc, du coup, là, j'ai fait un état de quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Je me suis rendu compte que j'avais réussi entre deux à créer quand même une audience sur LinkedIn, sur différents réseaux. Et que, en fait, ça, c'était ma force, tu vois. À défaut d'avoir réussi à faire monter le projet, en fait, je m'étais fait faire connaître, moi, pendant 1 an et demi. Et les gens m'avaient identifié sur le sujet du personal branding. Je me suis dit, ah ok, il n'y a personne en ce moment sur le sujet en France qui est vraiment référent là-dessus. Donc vas-y, je vais y aller. Je vais me mettre modèle solopreneur. Et du coup, aujourd'hui, là, ça fait à peu près 1 an que officiellement, donc, je suis coach en personal branding et que je me développe sur ce sujet-là. Ok, d'accord. C'est vraiment un parcours... Ouais, t'es arrivé là par des chemins de traverse, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Écoute, on va revenir au modèle du soloprenariat, on va revenir à LinkedIn, mais on va commencer par vraiment le tout début. Imaginons qu'il y ait quelqu'un dans cette pièce qui veuille développer son personal branding, mais qui a encore aucune idée vraiment de ce qu'elle veut véhiculer. Ok. Qu'est-ce qu'elle va devoir aller chercher dans sa tête pour avoir les bases de son personal branding, pour savoir un petit peu qui elle est? Ou justement pas dans sa tête? Ouais, c'est une bonne question. Et tu vois, justement, j'ai bien fait donc, d'expliquer comment moi j'ai fait. C'est un peu la même chose en fait. Tu vois, il y a un moment où en gros, il faut se poser. Moi, j'ai fait vraiment, tu vois, je sais pas, une suite de 2-3 soirées où j'ai posé sur papier, ok, sur quoi je suis forte, sur quoi je suis pas forte. J'ai posé les questions à d'autres gens aussi autour de moi. Donc, j'ai demandé à mes amis. Moi, j'avais la chance d'avoir une audience, tu vois. Donc, je leur ai demandé à eux aussi sur quoi vous m'avez identifié, quelles sont mes forces, pourquoi vous aimez me suivre, pourquoi vous aimez mon contenu, etc. Et à force de recroiser comme ça, je me suis dit, ok, ça, c'est ma personnalité, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, une personnalité, elle est toujours très complexe, tu vois. En fait, tu peux jamais la simplifier. De toute façon, on est tous, tu vois, plus ou moins deep, tu vois. Le but du personal branding, justement, c'est de simplifier tout ça et de choisir seulement quelques aspects, tu vois, sur lesquels tu vas pouvoir parier. Donc, en gros, la réflexion, c'est de se dire avec lesquels moi je suis le plus à l'aise, sur lesquels on m'a le plus identifié, et lesquels vont me permettre le plus de me différencier. Donc, faut pas essayer d'être comme les autres, donc faut faire aussi un croisement de données avec qu'est-ce qui se passe sur le marché actuellement, qui est positionné sur quoi, tu vois, et du coup, sur quoi moi je peux me positionner, qui me correspond aussi. Ok, d'accord. Donc tu prends tes petites personnalités et puis tu regardes lesquelles sont pas déjà prises en fait. Ouais, par exemple, tu vois, je vais te donner un... Admettons, voilà, tu veux être copywriter. Donc, tu vois, si on reprend ton exemple, tu veux être copywriter, tu veux développer ton personal branding sur LinkedIn, et du coup, tu te dis, ouais, mais bon, voilà, ma personnalité, moi, je sais pas trop qui je suis, comment me différencier, etc. Étape 1, moi, j'irai demander à mes amis, tu vois, comment tu me vois, comment tu me perçois, globalement, si tu veux me décrire, tu vois, les 3 mots-clés que tu choisirais, c'est quoi? Étonnamment, là, c'est pas forcément des mots, tu vois, c'est pas forcément ce que tu vas préférer entendre en général. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est de voir là où tout le monde est d'accord, tu vois. Et en général, il y a quelques mots-clés comme ça où tout le monde est d'accord pour dire ah oui, ça c'est toi, tu vois. C'est pas ceux que tu préfères. C'est difficile d'accepter des choses chez soi où tu te dis ah mais non, mais moi j'aime pas ça chez moi. Et en même temps, il y a un moment, tu vois, il faut accepter aussi que c'est peut-être ça justement qui te permet de te différencier. Bref, voilà, petit état des lieux comme ça auprès de tes amis. Si tu as une audience, pareil, même exercice. Et après, tu regardes sur LinkedIn. Quel copywriter il y a? Aujourd'hui, il y a Thibault Louis, tu vois, par exemple, ghostwriter plutôt, mais un peu pareil. Tu as Brice Schwartz, auquel je pense comme ça. Valentine Soda, tu vois. Et du coup, il faut voir en fait sur quel créneau ils sont. Thibault Louis, tu vois, ça va être drôle piquant. Ouais. Par exemple. Brice Schwartz, plutôt écolo, un peu moraliste parfois, tu vois, mais c'est aussi son positionnement. Ouais, totalement. Christopher Piton, c'est le bon éducateur pédagogue, tu vois, qui va donner les bons conseils, qui l'a toujours quand tu veux, quand tu as besoin. Valentine Sodin, très drôle aussi. Donc, en fait, après, tu peux te dire, où est-ce qu'il n'y a personne? Il y a personne dans le côté très chaleureux, par exemple. Il y a personne sur le côté ultra mystique. C'est vrai. Tu vois, il y a personne sur le côté, je sais pas, très extraverti ou très timide. Et tu vois, ça, c'est des positionnements, du coup, c'est des espèces de caractères, en fait, que tu peux prendre. Ok, d'accord. Donc, en fait, tu vas choisir un positionnement à partir de ça, c'est ça? Ouais, tu fais un croisement entre toi, les autres,
et où est-ce qu'il y a de la place. Ok, d'accord. Et concrètement, tu vas l'exprimer comment? Genre, je suis le copywriter drôle qui va te faire rire en même temps que je vais t'apprendre des choses, c'est ça? Alors ça, c'est la manière la plus, on va dire, basique de le faire. Il y en a qui le font. Ça marche, enfin, pour certains. Moi, tu vois, j'ai un positionnement un peu plus subtil, donc je suis pas trop fan, tu vois, des trucs très littéraires, enfin pas littéraires, mais littéral plutôt, très terre à terre. Donc moi, je vais préférer exprimer en fait un positionnement de manière, donc il y a plein de manières déjà d'exprimer un positionnement, tu vois. Il va y avoir la charte graphique. Ouais. Donc une fois que tu t'es dit, ok, admettons, on part sur le côté mystique, tu vois. Mystique, ça a des couleurs. Mystique, c'est le couleur violet, exactement. noir. Voilà, violet, noir, tu vois, bleu marine, admettons, un peu de doré. Tu vois, tu vas reprendre les couleurs de, tu vois, des magiciens. Le magicien, il est pas en vert, hein, tu vois, ou il est en vert émeraude, tu vois, mais il est pas en vert clair, blanc, tu vois, voilà. Donc si tu parles là-dessus, tu vois, tout de suite, tu vois un univers coloré, en fait, qui va se montrer. Pareil, t'as les typographies, tu vois. Typographie, bah, tu vas avoir des trucs plutôt en sérif, des trucs plutôt en écriture, des trucs plutôt comme tu vois la couverture de Jules Verne, quoi, que tu vas imaginer. Et du coup, tu vas reproduire ça, tu peux le mettre sur ton profil, d'une part, et partout. Après, une charte graphique, il faut qu'elle soit cohérente partout. C'est ça qui fait aussi la force d'un personal branding. Donc, c'est-à-dire, c'est un site web, tu le placardes sur ton site web, sur ta signature web, sur tes cartes de visite, sur n'importe quel outil, tes PowerPoint, tu vois, n'importe quel outil en fait visuel, il faut qu'il soit cohérent avec l'image que tu as choisie. Voilà, ça c'est une manière par exemple de véhiculer ton positionnement de manière inconsciente, mais qui va quand même faire passer ton message, tu vois. Après, tu as la tonalité. Donc, dans tes écrits, tu vois, bah, tu vas peut-être pas faire des blagues, tu vas peut-être pas mettre des photos de toi en mode grosse marade, tu vas peut-être plutôt, tu vas mettre des photos de toi en mode très magicien, tu vois, et puis tu vas choisir des mots plutôt complexes qui vont refléter justement un côté mystique, tu vois, tu vas pas forcément donner des conseils hyper concrets non plus, mais tu vas plutôt montrer comment tout le monde se trompe et personne n'a rien compris, tu vois, et comment toi tu pourrais aider et à l'inverse t'as tout compris, tu vois. Ok, d'accord. Et il y a un truc aussi que dont tu as parlé récemment, et je trouvais le concept trop bien, c'est de parler d'un film, de créer un film, alors justement avec un guide, mais je te laisse, si tu veux développer un petit peu ce concept-là, comment est-ce qu'on crée un film à partir de cette personnalité justement là? Ouais, alors je pense que j'en avais parlé dans la backstory, effectivement, dans cet article-là, en disant en fait que... Ouais, en fait, quand tu travailles un personal branding, t'essayes finalement de recréer un film dont t'as un héros, t'as des méchants, t'as un guide qui va t'aider, puis t'as des gens qui sont là, tu vois, et puis tu vas passer des épreuves, etc. Toi, t'es le héros de ton histoire. Alors, il y en a qui argumentent là-dessus, qui disent que c'est le client. Moi, je pense que c'est plutôt toi. Et puis, en fait, que le client, il essaye de se connecter avec toi en disant, en fait, il a envie d'être comme toi, tu vois. Donc t'es son héros d'une certaine manière, il a envie de suivre tes traces, tu vois. Donc bah tu fais un film, voilà, en fait, faut identifier d'où tu viens. Donc c'est quoi la scène de départ, tu vois. Quels sont les éléments de ta vie en fait qui sont importants pour l'histoire que tu es en train de retracer. Et ensuite, où est-ce que tu vas? Donc, quelle est ta direction? Quel est ton objectif sur le long terme? Quels sont tes ennemis? Donc tes ennemis, ça va être interne, donc ça peut être, tu vois, la peur du jugement, c'est un ennemi par exemple, le besoin de vengeance, tu vois, je sais pas, on m'a humilié toute ma jeunesse, j'étais pas reconnue, tu vois, comme un expert et tout, etc. Du coup j'ai envie de me venger, de prouver au reste du monde que oui, je suis capable, tu vois, ça c'est un ennemi qui est intrinsèque. Et puis externe, si on reprend cet exemple par exemple, bah, c'est mes profs qui m'ont fait sentir comme si j'étais quelqu'un de nul, tu vois. Et du coup, plus largement, c'est l'éducation le problème, tu vois, et c'est tout le système français et donc tu te bats contre ça. Et voilà, et je me bats contre ça, non. Et ben, c'est là où après, t'as une histoire où plusieurs personnes peuvent se retrouver là-dedans. Tout le monde sera peut-être pas forcément d'accord avec toi, mais tout le monde au moins comprendra ta bataille, et tout le monde aura envie de la regarder, tu vois, et de la consommer. Parce que, en fait, c'est tout l'intérêt justement de scénariser, tu vois, ton personnage. C'est que les gens, ils ont envie de suivre
toujours ce que tu fais, ce que tu racontes, et que parce qu'en final c'est ce qu'on essaie de faire quand on essaie de créer une audience. C'est pas forcément d'avoir une... Tu vois, faut différencier audience et communauté. Ouais. Audience, c'est des gens qui te suivent. Communauté, c'est des gens avec qui t'interagis. T'as pas forcément besoin de gens qui interagissent directement avec toi, mais t'as besoin de gens qui suivent ce que tu fais, quoi. Et pour ça, faut les garder en haleine. Donc pour ça, faut qu'ils sachent d'où tu viens, où est-ce que tu vas. Pas forcément besoin qu'ils t'aiment, mais au moins qu'ils sachent ça. Si je te reprends un exemple, tu vois, t'as des films parfois avec des anti-héros. Ouais, c'est vrai. Le Joker... total anti-héros, pourtant on regarde, tu vois, et on finit même presque par l'apprécier, mais ouais, on a envie de savoir s'il va réussir à détruire la planète ou pas, tu vois, enfin c'est horrible quand même, où t'as, tu vois, Dahmer, là, qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, j'ai pas regardé encore. Moi non plus, j'ai pas regardé, ça me met mal à l'aise de regarder ces trucs-là, mais tu vois, le film, il a eu un succès fou. Pourtant, on parle quand même d'un criminel, sociopathe, qui a tué, tu vois... une dizaine de personnes, enfin c'est horrible et tout le monde regarde, tu vois. Une fascination pour les psychopathes, ouais. Bah ouais. Pourquoi y a une très bonne vidéo là-dessus, ouais. Je crois que je sais plus de qui l'a North, sorti. Cyrus North. Non, c'était pas lui, je crois que c'était le doc ou un truc comme ça. Mais je l'ai vu, je me suis dit je la regarderai plus tard, je l'ai pas regardé finalement. Mais oui, très intéressant comme sujet, pourquoi est-ce qu'on est fasciné par les psychopathes. Mais ok, donc un héros, un ennemi, une quête, c'est ça. Et des péripéties, voilà. Et une situation de départ. Et oui, et selon les écoles, tu es le guide ou tu es le héros, mais bon, de toute façon, ça revient au même, parce que vu que l'autre, c'est le héros, il veut ressembler à toi, du coup, c'est toi le guide qui le guide sur les traces. C'est ça. Ça revient au même, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Et ben, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le film Maud Alaves? Comment est-ce que, du coup, toi, t'as mis tout ça en application? Ouais. Alors... c'est là où tu vois, moi je pense qu'il y a la théorie, et après il y a la pratique, qui est toujours un sacré flou et un sacré brouillon, tu vois. Les choses, elles évoluent, et c'est normal. Ça fait partie du process aussi, en fait. C'est ça, finalement, la magie et l'avantage du personal branding, c'est que comme on est des personnes et qu'on est complexe, tu vois, nos quêtes peuvent changer, nos objectifs peuvent changer, et puis tout le monde le comprend, tu vois, tout le monde le conçoit. Demain, si Elon Musk qui quitte ses boîtes et puis qui se lance dans la plantation de graines de cannabis, tu vois, tout le monde comprendra, se dira ok, why not, après tout, et on le suivra quand même, tu vois, dans cette nouvelle quête. Bref, donc ce que je veux dire, c'est en gros, moi je suis toujours en train de travailler là-dessus, mais là aujourd'hui, ce que j'ai trouvé, donc c'est, tu vois, la backstory, c'est ce que je vous ai raconté au tout début. Profil atypique, qui s'est cherché pendant longtemps, qui a évolué dans différents secteurs, qui a mis du temps, qui a eu un échec, premier échec, et qui finalement, tu vas réussir à se retrouver, à trouver sa force, qui est le personal branding. Aujourd'hui, ma quête, devenir la référence en France sur le sujet du personal branding, et du coup, après, les aventures que je communique, ça va être comment je vais y arriver. Donc là, je suis en train d'écrire un livre, tu vois. Je galère pour l'écrire, mais je suis en train d'écrire et je communique là-dessus, et je communique en public là-dessus, tu vois. Le jour où j'arriverai à ma quête d'être la référence en personal branding, bon, déjà, il y a du chemin jusque-là, tu vois, mais peut-être que j'aurai une autre quête. Oui, en tout cas, une autre, et puis voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'est ça. Ce sera un arc narratif plus long, et voilà. Mais au final, c'est toujours ton besoin profond. Enfin, il y a toujours eu une même quête un peu... Tu vois, Elon Musk, ça serait cohérent parce que c'est une volonté de liberté, de faire ce qu'il kiffe, tu vois. Et donc, en fait, que ce soit des fusées ou des plantes de cannabis, c'est toujours cohérent parce que c'est toujours cette même volonté-là. Toi, c'est un peu pareil. Ouais, exactement. Et tu vois, quand je pense à l'ennemi, par exemple, moi, j'en ai plusieurs dont j'ai parlé un petit peu sur LinkedIn. Je vais avoir ce combat, donc tu vois, je me suis mis personal branding et aussi solopreneur. Et ça, c'est un positionnement où moi, j'ai toujours été en opposition avec les start-upers
qu'on voit tout le temps, tu vois, qui sont beaux, qui sont lisses, qui sont carrément mis en avant, tu vois. Et en fait, la réalité, c'est que j'aurais adoré être comme ça, tu vois, mais en fait, je le suis pas. Et du coup, j'essaye de bâtir un empire à côté en me disant, bon, bah, ok, on veut pas de moi dans cette soirée-là, donc bah, c'est pas grave, tu moi, vois, je prends des photos chez moi avec mon chat voilà. en chaussettes. Et tout le monde voudra venir à cette soirée-là. Je fais une contre-soirée, en fait, tu vois. Et j'essaie de faire en sorte à ce que ma contre-soirée soit finalement la soirée à terme, tu vois. Mais donc moi, j'ai un ennemi qui va être les start-upers basiques, ou du moins, tu vois, cette envie d'être comme eux. Et après, j'ai un deuxième ennemi donc, qui va être plutôt interne, où là, c'est le fait d'être introverti. Dont j'ai pas mal parlé aussi, et qui a beaucoup résonné, tu vois. Donc le fait... justement, en fait, je me dis, bon, bah, tu vois, il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui m'aide pour devenir une entrepreneur ou une créatrice de contenu, tu vois. En fait, je pars avec, avec des boulets aux pieds un peu, et j'essaie de me battre contre moi-même pour y arriver quand même. Ouais, c'est super intéressant parce que t'as une communication où t'essayes pas d'être... Enfin, c'est pas lisse. Enfin, il y a des gens qui vont mettre des photos, ils seront parfaitement à leur avantage, dans un super cadre et tout ça. Toi, tu vas mettre des photos dans ton bureau, dans ton canapé, et avec pas une lumière de ouf, et ton chat, tu vois, et voilà. En fait, tu vas pas chercher à... Tu vas attirer finalement des personnes qui vont être un peu comme toi, et donc qui vont grave s'identifier. Ouais. Et j'avais vu ça, j'avais fait un post il y a pas longtemps, enfin, si, il y a longtemps maintenant, où j'avais dit, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Je suis un peu comme toi, je suis casanier, et je suis pas forcément... je suis sociable, mais pas forcément hyper extraverti, tu vois. Ouais. Et j'aime me coucher tôt plutôt que d'aller en soirée, tu vois. Par exemple, j'avais fait un post sur ça, j'avais dit c'est normal de se coucher tôt et d'aller en soirée qu'une fois de temps en temps, tu vois. Et moi, mon kiff, c'est de me réveiller tôt et d'écrire mon petit post LinkedIn avec le soleil qui se lève et ma petite tasse de café. Et bon, bref, il y a des gens qui n'ont pas liké de post alors qu'ils likent tous mes posts parce qu'ils supportaient pas ça, tu vois. Mais par contre, il y a des personnes qui m'ont envoyé un message en mode ouais, mais moi, carrément, team couche-tôt et tout, voilà. Donc, quand tu révèles pas mal de toi, en fait, tu commences à attirer beaucoup plus puissamment que si tu restais sur des notions un peu plus... Si tu parlais pas vraiment de toi. Ouais, c'est ça. Et justement, ça nous amène à notre notre prochain point plutôt. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses qu'il faut... Enfin, il y a une phrase qui dit quand on est d'accord avec tout le monde, on n'intéresse personne. Qu'est-ce que tu penses finalement des personnes qui ont un positionnement très clivant? Ouais. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'obligatoire ou au contraire il y a d'autres méthodes? Ouais. Bah, alors, je dirais que en fait c'est obligatoire par défaut. C'est-à-dire que je pense que c'est impossible de mettre tout le monde d'accord. Oui, forcément. Tu vois, sur n'importe quel sujet, en fait, t'auras toujours un pecno non sur Terre pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ce concept-là, tu vois. Donc, quoi que tu fasses, mais genre sur n'importe quel sujet, tu vois, ça peut être des sujets parfois, genre même moi, je suis surprise, tu vois, de... l'ampleur que ça peut prendre, tu te dis mais waouh quoi, je pensais vraiment pas atterrir sur un truc fondamental, mais en fait il y a quand même des gens qui sont pas d'accord avec ça. Donc en fait par définition je pense que c'est impossible, tu vois, de mettre tout le monde d'accord. Et donc je pense que oui effectivement c'est obligatoire d'être clivant sur le long terme, et puis at scale, tu vois, c'est à dire que si tu commences à avoir une audience où tu fais des posts qui font des centaines de milliers de vues, tu vois, bah voilà, forcément, tu auras quelqu'un qui sera pas d'accord avec toi. Ça, c'est obligé, tu vois. Donc, tu seras forcément considéré comme clivant. Tu prends n'importe quelle personnalité, d'ailleurs, connue aujourd'hui. Tu as les présidents, même des gens qui s'expriment pas sur des sujets qui vont être complexes. Tu vois, genre Elena Situation, qui parle de lifestyle, parle de beauté, de make-up, tu vois. Bah, y a plein de gens qui l'aiment pas, qui sont pas d'accord avec elle. Elle s'est pris de la haine dans tous les sens, tu vois. Enfin, alors que bon... elle a violé personne, elle a tué personne, elle parle de make-up, tu vois. Enfin, pas que make-up, elle parle de lifestyle surtout, mais tu vois, elle est pas sur des sujets politiques, quoi. Elle est pas en train de devenir présidente, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc tu pourrais dire, bon, et les gens se déchaînent.
Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, quand tu pars, quand tu pousses le concept à fond, tu vois, en fait, de toute façon, c'est impossible. Après, au démarrage, est-ce qu'il y a besoin d'être clivant, tu vois, vraiment, donc d'aller chercher le clivant à tout prix. Là, je dirais oui, et en même temps, faut faire attention à ce que ce soit des sujets avec lesquels on est à l'aise, tu vois. Faut l'assumer derrière. C'est pas évident d'un point de vue personnel, en fait, surtout, tu vois. C'est-à-dire que si tu vas dans le clivant parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, tu vois, le risque, c'est que tu te prennes une énorme shitstorm auquel t'es pas du tout prêt. Et ça, je pense que l'impact que ça peut avoir psychologiquement sur la personne, en fait, il est plus grave que de pas réussir à faire 100 likes, tu vois. Donc c'est un truc dont on parle pas beaucoup, je trouve. C'est pour ça que je pose la question. Ouais, tu vois, les gens, ils sont plutôt à dire ouais, non, faut y aller, faut y aller. Il y a des gens que ça détruit. Moi, systématiquement, sur LinkedIn, je vois des gens qui disparaissent, hein, tu vois. L'intérêt, par exemple, c'est marrant, mais Grégoire Gambato, il y a pas longtemps, il a fait une interview dans laquelle il expliquait, tu vois, Grégoire Gambato, c'était le king de LinkedIn pendant très longtemps. Et récemment, il a arrêté de poster. Il a expliqué que, voilà, lui, il est tombé dans un gouffre d'ego trip, etc. Donc, faut faire attention à ça, tu vois. Je pense qu'il faut réussir à trouver, en fait, un espèce d'équilibre dans lequel chacun est à l'aise, tu vois. Enfin, toi, t'es à l'aise, surtout. Donc, ceux qui prennent la parole, tu vois, sont à l'aise parce que c'est un jeu long terme. Oui. Très long terme, tu vois. On parle, si tu veux te lancer dans la création de contenu, c'est quelque chose qui va durer, ou dans le personal branding, tu vois, c'est quelque chose, t'as pas 1 milliard de chances, en fait, d'y arriver, c'est toi, c'est ton image que tu mets en jeu, donc c'est risqué, effectivement, si tu te plantes, tout le monde est au courant, tu vois. Tu peux toujours trouver des moyens de te racheter, effectivement, mais tu vois, c'est pas comme si, en fait, l'impact, il était nul, totalement, on peut dire. Donc je dirais que voilà, faut faire attention quand même, faut se dire que t'es là pour très longtemps, et il faut s'exprimer sur des sujets sur lesquels t'es à l'aise, quoi. Ok. Après, ça arrive de faire des erreurs, bien sûr, tu vois. Donc au final, si t'es clivant naturellement, c'est par conviction. Ok, go for it. Tu le supporteras, parce que c'est tes convictions. Voilà. Mais si de base, pas plus que ça sert à rien de le faire pour le faire, quoi. C'est ça. Voilà. Et je pense qu'effectivement, là-dessus, il y a d'autres positionnements que tu peux avoir, genre par exemple Christopher Piton, tu vois. Il est pas du tout clivant. Après, encore une fois, il est clivant, il y a des gens qui l'aiment pas, tu vois. Mais dans les textes qu'il partage, tu vois, lui, il a la position de l'expert, de celui qui est très objectif, qui te donne tous les points de vue, etc. Il va pas chercher à, à donner des opinions qui sont hyper clivantes, et ça marche. C'est juste un petit peu plus long à démarrer, tu vois. C'est moins évident, on va dire, tu fais moins de buzz, moins de viralité, mais c'est possible aussi. Ok. Je le découvre un peu après coup, Grégoire Gambato, je le suivais pas à l'époque, donc je découvre en fait maintenant tout ça. Après, ouais, c'est vrai. Et mais du coup, je connaissais pas ses positions à l'époque. J'ai lu plus ou moins sur l'éducation, mais t'as des exemples comme ça de personnes qui sont vraiment allées trop loin sur LinkedIn, sur le clivage, quoi. Qui sont allés trop loin, je sais pas. Non, j'ai pas spécialement. Celui auquel je pense, alors sur LinkedIn, pas spécialement, mais tu vois, Oussama Hamar, par exemple, c'est celui qu'on va appeler un peu la personne dans les plus clivantes. J'avais pas pensé. Est-ce qu'il allait trop loin ? Tu vois ce qui lui arrive avec The Family, on peut dire que d'une manière, oui. D'une autre manière, il prospère. Oui, tu vois, il est en train de se recréer, de rebondir, donc... Et on parle de lui, du coup. Eh oui, on parle de lui, donc il l'utilise très bien, tu vois. Donc finalement, tant que t'es prêt à le soutenir, il n'y a pas vraiment de trop loin. Parce que t'auras toujours des fans de ton côté, quoi. C'est ça, mais je pense que c'est vraiment, en fait... je pense que la force, ça vient vraiment de l'intérieur, tu vois. En fait, on sous-estime vraiment l'impact que ce qui va se passer autour, tu vois, la manière dont ça va t'impacter toi. Et en fait, je pense que t'es détruit à partir du moment où t'acceptes d'être détruit, tu vois. Et Oussama, c'est quelqu'un qui est très fort mentalement parlant. Donc c'est quelqu'un justement qui est clivant de base, mais qui assume totalement, tu vois. Donc lui, tu peux lui envoyer des boulettes sur le torse, qu'il sera toujours là, le mec, tu vois. Il s'en fout, tu vois. Il part à Dubaï, il part ailleurs. Enfin, il continue, tu vois. Je suis pas sûre
qu'il y ait beaucoup d'autres personnes sur cette planète qui soient capables de faire ça, tu vois. Je pense que tout le monde n'est pas capable d'encaisser ce qu'il a encaissé en termes de shitstorm, et après de rebondir avec la rapidité avec laquelle il l'a fait, et d'aller vers un autre business, tu vois. Totalement. Donc, voilà, globalement, si je devais résumer, je dirais oui, à terme, c'est forcément clivant. Oui, être clivant marche, mais attention, il faut le faire si ça respecte son positionnement. Il y a d'autres positionnements possibles, ça prendra juste plus de temps, mais il faut pas oublier qu'après, on est sur un long-term game, et du coup, finalement, le plus important, c'est de respecter qui on est, quoi. Et il y avait une question aussi que je voulais te poster, justement, pas par rapport au clivage, mais est-ce que c'est qui la personne qui t'a le plus marqué avec son personal branding, dont t'admires un peu vraiment ce qu'elle a construit? Bah, tu vois, moi, la personne qui m'inspirait le plus, c'était Pauline Léniaud, je dirais. En tout cas, c'est elle qui m'a vraiment inspirée au démarrage. Maintenant, aujourd'hui, j'en ai plein. Il y en a plein qui m'inspirent tout le temps, tu vois. Donc, on pourrait passer le montant, tu vois, à en parler. Mais Pauline, je pense que... en fait, elle m'a beaucoup rassurée sur plusieurs points. C'est que, bon, bah, déjà, c'est une femme. Et en fait, il y a très peu de femmes, quand même, mine de rien, dans le monde de l'entrepreneuriat, qui prennent la parole dans la création de contenu, qui sont aussi connues. Tu vois, elle a le podcast numéro 2, elle est juste après Mathieu Stéphanie. Elle a monté Géniaux, tu vois, elle a quand même vachement bien réussi sur les réseaux, elle a une forte présence. Et c'est pas quelqu'un, justement, de clivant non plus. Pauline Léniaud, c'est pas quelqu'un, tu vois, qui va émettre des opinions hyper tranchées. C'est pas une bully, spécialement. C'est pas une fille qui ouvre sa bouche très fort, tu vois. C'est plutôt quelqu'un qui va chercher à prendre des informations, à partager du savoir, et donc c'était quelque chose avec lequel moi je me retrouvais pas mal à l'époque. Ça m'a beaucoup rassurée de me dire tiens, c'est possible, elle y arrive, tu vois, et donc ça veut dire que moi je peux y arriver. Ok. Donc on en revient à ce qu'on dit, c'est de l'identification en fait. Ouais. Celle qui t'a le plus marqué, c'est celle qui te ressemblait le plus. Ouais, c'est ça, où dans ma tête, elle me ressemblait le plus, et je m'étais dit, bah tiens, je pourrais être une mini Pauline Léniaud. Ok, ouais. Bah, tu vas y arriver. Ouais. Bah écoute, on a notre positionnement maintenant, on sait qui on est, on sait les valeurs qu'on veut véhiculer. Comment est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux évoquer sur comment est-ce qu'on transmet ça sur LinkedIn, outre couleur et typo. Et tonalité. Et tonalité, exactement. Et tonalité. Bah, globalement, c'est un peu ça, hein. Je dirais. Après, il y a les thématiques qu'on choisit, donc la ligne éditoriale, tu vois. Ouais. Donc, forcément, tu vas citer, voilà, si tu décides de faire, tu vois, comme Christopher Piton, où t'es très éducatif, tu vas être le mec qui connaît tout sur le sujet, qui est très expert, bah, forcément, ça va influer les contenus que tu vas mettre en place. Donc, lui, il doit avoir une ligne éditoriale qui va être LinkedIn, purement, et après, sous toutes les coutures, tu vois. Ouais, ok. Là où d'autres, genre Thibault Louis, tu vois, qui finalement, en fait, quand ils pensent, ils font un peu la même chose, tu vois. Moi aussi, je fais un peu la même chose qu'eux. Mais on a des positionnements radicalement différents. Thibault Louis, il va parler de soloprenariat, il va parler de business, il va parler de plein de choses, de lifestyle, etc. Et moi aussi, je vais parler plus de lifestyle, d'introversion, de mes vacances, de plein d'autres sujets. Et puis de temps en temps, je vais parler de LinkedIn, de personal branding aussi, tu vois. Bref, donc tout ça pour dire qu'effectivement, tu vois, c'est le contenu, après, c'est la ligne éditoriale sur laquelle tu peux jouer. Ok, d'accord. Donc c'est dans les sujets finalement que tu vas choisir d'évoquer ou pas. Ouais. Et ça va dépendre de tes... ouais. La manière dont tu les abordes. Ouais. Est-ce que tu es plutôt dans l'éducation? Est-ce que tu es plutôt dans le divertissement? Est-ce que tu es plutôt dans l'inspiration? Ou le dernier moi, je que j'ai oublié, aussi. Mais l'information. Ouais. Ok. Très bien. Bah écoute, avant de passer sur ta routine finalement pour écrire tes posts, il y avait une question que j'avais envie de te poser parce que je vois de plus en plus de créateurs de contenu poster énormément. Justement, d'où le fait qu'il soit important de s'inspirer de personnes qui postent beaucoup pour avoir de bonnes routines. Est-ce qu'en 2023, ce sera encore suffisant de poster seulement 2 fois par semaine pour être visible de ses prospects?
Ouais. La question de la qualité vs la quantité. Un truc qui, moi, me turlupine beaucoup parce que, du coup, moi, je suis dans les mauvais élèves qui publient seulement 2 fois par semaine. Et encore, parfois, je saute, tu vois. Hier, par exemple, j'ai loupé mon créneau. Donc, je vais peut-être publier qu'une seule fois cette semaine, sauf si j'arrive à sortir d'autres trucs. Bref. Là-dessus, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que le volume gagne. Ouais, tu vois. ok. Ça, c'est évident. Plus tu publies sur LinkedIn, plus tu as de chances que ça marche. Il y a plein d'études qui le démontrent. Il y a plein de cas qui le démontrent. Faut pas se poser la question. En fait, il n'y a jamais trop de fois. Tu vas jamais fatiguer ton audience. Tu vois, ça n'existe pas. Donc après, la question à se poser, c'est quel rythme je suis capable de tenir. Moi, c'est difficile de faire plus de 2 posts par semaine. Franchement, si j'étais capable de faire 1 post par jour, tu vois, je le ferais. C'est mais genre x10, tu vois, j'ai aucune hésitation sur... Il n'y a pas de débat, tu vois. Maintenant, j'en suis pas capable. Parce que moi, je mets beaucoup plus de temps, donc on va rentrer là-dedans après, j'imagine, mais je mets beaucoup plus de temps pour écrire, ça me prend... tu vois, quand t'es introverti, justement, je sais pas comment font les autres introvertis, mais j'ai découvert en faisant un post après qu'il y en avait d'autres aussi qui galéraient comme moi, tu vois, donc c'est une autre manière de faire. Moi, je suis une snipeuse, je me dis, bon, bah, j'ai 2 contenus par semaine, j'essaie de faire en sorte qu'il fasse qu'un reach maximum, tu vois, et puis j'arrive à rattraper, en fait, ceux qui postent tous les jours comme ça. C'est plus dangereux, mais ça marche aussi, tu vois, c'est une autre stratégie. La deuxième chose, du coup, après, c'est de se dire... moi, je calcule en fonction du CPM, donc contenu par mois en fonction de la plateforme. Donc, sur LinkedIn, effectivement, aujourd'hui, en 2022, je pense que le CPM moyen, il est de 1,5 posts. C'est-à-dire que si tu prends toutes les personnes qui publient sur LinkedIn, ils font en moyenne 1 à 2 posts par semaine. Donc moi, en étant à 2 posts par semaine aujourd'hui, je suis pas sous la moyenne, tu vois. En 2023, peut-être que effectivement, tout le monde va commencer à poster, et donc là, il va falloir que moi je poste un petit peu plus si je veux rester sur le rythme. Ou alors, l'avantage que j'ai, mine de rien, c'est que bah, du coup, moi j'ai déjà passé le cap, tu vois, de la percée, en fait. Peut-être que je vais m'en sortir en continuant à poster 2 posts par semaine, tu vois. C'est ça. Par contre, c'est clair que pour les autres qui débarquent, non, il faut qu'il soit à 3 postes, tu vois, faudra qu'il soit au CPM en fait, minimum. Ça, c'est évident. Et plus tu augmentes le rythme, voilà, plus tu as de chances d'y arriver. Mais donc aujourd'hui, si tu veux te lancer, je pense qu'il faut faire au minimum 2 posts par semaine. En 2023, peut-être qu'il faudra en faire un peu plus, effectivement. Et après, voilà, faut aller au plus possible. Celui qui m'impressionne sur ça, c'est Baptiste Piocel. Ouais. Je sais pas si tu vois. Des fois, j'ai l'impression qu'il fait 5 posts par jour, quoi. Ouais, c'est possible, ouais. À chaque fois que j'ouvre LinkedIn, je tombe sur un nouveau post et je vois qu'il date de quelques minutes. Ouais. Incroyable. Donc, bon. Bah écoute, je t'en prie, parle-nous de ta routine d'écriture. Comment est-ce que tu fais justement en tant qu'introverti ? Ça te prend à peu près combien de temps d'écrire un post ? Ça me prend entre 1 heure et 3 heures. Ok. Pour écrire un post. Ok. Donc, comment tu t'organises un petit peu ? C'est genre le truc... Et les gens, à chaque fois, ils hallucinent. Moi aussi, j'hallucine. Hein, la première de temps que je passe là-dessus. Et moi, après, c'est héroïste, tu vois. Je fais 100 000 vues en moyenne par post. Donc, tu te dis, bon, bah voilà. Ça marche, hein. Je reste 3 heures, mais bon. Soit t'en fais 10 à 10 000, soit t'en fais 1 à 100 000, quoi. C'est ça, tu vois. Ouais. Exactement. Moi, c'est le truc que j'ai réussi à faire, tu vois. C'est à mettre tellement d'efforts sur un post que du coup, j'ai compris les mécanismes pour qu'il fasse 100 000 vues, quasiment systématiquement. Donc, comment je fais ? Bah, en gros, moi, j'avais tout de suite défini des créneaux auxquels il fallait que je poste. Donc, moi, j'avais décidé que c'était le mardi et le jeudi. C'est comme ça depuis 2 ans. C'est important d'avoir une routine, que tu bouges pas, justement, et d'être intransigeant avec soi-même pour rester régulier. Pourquoi les mardis et les jeudis ? Franchement, ça pourrait être n'importe quel jour. C'est là où il y a le plus de monde sur LinkedIn, peut-être. Pas trop en début de semaine, vu que les gens ont du temps. Ouais, même pas. En plus, tu sais, je poste à 18h, c'est un créneau où, genre, au début, il y avait personne. Là, maintenant, depuis que les gens voient que ça marche quand même, quand je poste là, ils se disent, oh, bon, d'accord, on va peut-être commencer à cette heure-là aussi. Avant, l'année dernière, c'était plutôt... tout le monde était là les mercredis à 9h, sur le ponton, tu sais. Tous les créateurs, ils étaient là à 9h.
Et puis moi, j'étais un peu la seule à poster à 18h les jeudis, tu vois. Mais bon, ça marchait quand même. Donc voilà, j'ai fait mes créneaux et après, ce que je fais, c'est que en fait, j'ai 1h30, 2h, donc les mardis et les jeudis, l'après-midi, donc de dédier. Donc en gros, c'est impossible de prendre un call avec moi à ces créneaux-là, tu vois, où j'écris. Donc c'est-à-dire que tous les mardis, en fait, je me pointe vraiment devant mon écran et je me dis, ok, je fais quoi? Ok. Page blanche, quoi. Alors, non, parce que en fait, j'ai quand même un truc, donc j'ai un système de notes centralisé sur Notion, sur lequel je vais avoir ce que j'appelle moi mon petit incubateur en fait d'idées. Donc dès que j'ai une idée, je vais sur Notion, donc je vais sur mon portable, tu vois, sur n'importe quoi, et je note mon idée. Et du coup, quand j'arrive les mardis, j'ai quand même en fait un hub de 70-80 posts. Et là, je me dis, ok, bon, bah, lequel me fait envie. Soit il y en a un là-dedans qui me fait envie. Donc souvent, en fait, je passe 1 heure à relire un peu les trucs, à noter d'autres idées en plus, à compléter certains, puis après me dire non, finalement celui-là je l'aime pas, tu vois, ça me saoule. Et puis finalement, parfois j'écris un truc totalement nouveau. Et en fait, le processus d'écriture, quand j'ai choisi ce que j'allais dire et que je suis super au clair, là ça prend 20-30 minutes, tu vois. Okay. Mais, enfin 30 minutes peut-être, mais en fait je passe beaucoup de temps à douter. À me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'écris, à me poser la question, tu vois, dans tous les sens, etc. Et c'est ça qui me prend le plus de temps, tu vois. Ok, je vois. Je dirais. Et après, parfois, il y a des posts, oui, je bloque dessus, tu vois, et je me dis, bon, je suis pas très au clair. Ouais, Souvent, je les remets dans mon incubateur, tu vois. Et je me dis, bon, bah, je verrai plus tard si j'ai une meilleure manière de le faire. Et j'ai des trucs comme ça qui datent depuis 6 mois, 1 an. Et parfois, je les reprends. Et 6 mois plus tard, tu vois, j'ai trouvé comment le faire, quoi. Ok, je vois. Trop intéressant. Pareil, mais je prends pas autant de temps à chercher quel poste je vais prendre. Ouais. Mais oui, en effet, des fois, tu relis des vieux trucs, tu te dis non, pas écrire ça. Ouais. Bah ça, c'est le principe de l'incertitude, hein, de jamais être convaincu de ce que tu fais. En fait, c'était le pire juge de toi-même, quoi, tu vois. Et moi, je suis hyper exigeante, en fait. Et du coup, quand... Tu vois, je mets pas trop de limites dans mon incubateur. Je note vraiment plein d'idées comme ça, genre qui me passent par la tête. Et par contre, après, Maud, quand elle doit poster, tu vois, là, c'est l'intransigeance de non, ça c'est une idée de merde, ça c'est nul, ça va pas marcher, tu vois. Et bon, au final, je me trompe pas, parce que je sais pas, je prends des idées qui fonctionnent. Mais du coup, c'est quoi les mécanismes qui permettent que tes posts fonctionnent aussi bien? Ouais. C'est très complexe, mais je dirais en fait que la science que j'ai, ce que je sais faire, c'est que j'arrive à trouver déjà des sujets qui sont peu exploités sur LinkedIn, tu vois. Souvent, je vais être là dans les premières à aborder des sujets, tu vois, par exemple l'introversion, j'en ai pas beaucoup vu parler. J'étais une des premières aussi à dire que je bossais depuis mon salon et puis à dégommer un peu les entrepreneurs de Station F, tu vois. J'étais une des premières à mettre des photos aussi, à faire des posts un peu très storytelling comme ça. Donc en gros, je pense que là où je suis assez forte, c'est pour observer en fait quels sont les sujets qui, dans la vraie vie, vont vraiment toucher les gens, tu vois, mais qui sont pas encore exprimés sur le réseau. Et donc, quels sont un peu les sujets tabous, tu vois, qui sont peu exprimés, sur lesquels moi j'ai envie de m'exprimer aussi. D'accord. Du coup, déjà, il y a ça. Il y a cette réflexion, tu vois, où je vais me dire, ok, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce que j'ai jamais entendu, tu vois. Par exemple, le post sur les vacances. Personne n'avait jamais ouais, mais maintenant beaucoup exprimé. Maintenant beaucoup plus, tu vois. Maintenant tout le monde arrive sur le sujet des vacances, etc. Non, mais je pars 5 semaines et c'est normal, voilà, je déconnecte et c'est normal. Voilà, mais personne n'avait jamais dit comme moi que je prenais pas de vacances, que c'était... et qu'en même temps je trouvais que les vacances c'était pas un truc qu'il fallait forcément encourager, qu'en avoir besoin c'était pas... C'était le signe que t'étais au bout, quoi. Ouais, c'est ça, et que c'est pas positif, tu vois. J'avais jamais vu ça. Mais alors forcément, tu vois, je me suis attaquée à une entité de la France, tu vois, où tout le monde était... T'as eu du shitstorm là ou pas? Ouais, quand même, ouais, sur LinkedIn, ouais, quand même. Donc tu vois, je pense que je suis forte pour ça déjà. Et après, j'accorde beaucoup d'attention aux détails. Donc il y a forcément la manière, tu vois, dont je vais l'exprimer. Donc
je réfléchis beaucoup à l'accroche, tu vois, à qu'est-ce que je vais dire dans l'accroche, et après à la structure du post même. J'ai des tocs, tu vois, sur comment les phrases elles doivent être mises pour que tu aies une belle architecture de post, pour que les gens ils s'ennuient pas quand ils le lisent, qu'ils aient toujours un espèce de rythme, tu vois. Je vais le lire à voix haute et puis je me dis pour que ce soit bien lisible, pour que les phrases elles soient bien compréhensibles, que tu aies une belle musicologie en fait, tu vois, du post. Et puis après, je finis sur une morale de l'histoire qui amène à réfléchir. Et je pense que c'est ça, en fait, qui marche le mieux. Après, je te dis ça aujourd'hui. Et je pense que, encore une fois, tu sais, parfois, je fais des trucs et je me dis, je sais pas pourquoi ça marche, tu vois. Oui, toujours. Il y a des trucs, parfois, genre, il y a pas longtemps, le post sur la Corée, tu vois, lui, vraiment, j'aurais pas parié dessus, tu vois. Je pensais qu'il allait faire 200 likes. Ce truc, il a 3000 likes. Je me dis, mais qu'est-ce qui a marché là-dedans, quoi? Enfin. C'est un peu random. Non, je pense pas que ce soit random. Par contre, je pense que j'arrive pas encore à l'expliquer. Mais du coup, tu vois, mon cerveau, il est activé sur pourquoi il a marché ce fucking post, tu vois. Je commence à comprendre un peu, et puis c'est comme ça, en fait. C'est aussi en expérimentant, en observant, que tu finis par comprendre les mécanismes, et que tu sais dire, tu vois, c'est l'expérience, quoi. Ok. Tu recycles aussi tes posts sur Instagram, j'ai vu. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui font ça. Ah ouais. En tout cas, je n'en ai pas vu beaucoup. Je suis pas énormément de créateurs sur Instagram. T'as quel résultat sur ça? Sur Instagram sur Instagram, je démarre. Je l'ai lancé il y a quelques mois. En plus, c'est beaucoup plus long comme plateforme. Donc là, je crois que j'ai même pas 1500 followers, tu vois. Le niveau retour et CA, pour l'instant, c'est nul. Ah oui, ça oui. Ouais. Non, j'ai quand même réussi à avoir des clients qui m'ont contacté via Instagram. Ok. Alors, je sais pas par quelle magie, tu vois. Ouais. Pour moi, pour l'instant, en fait, en gros, moi, j'étais dans une phase, tu vois, j'ai commencé par LinkedIn. J'ai tout bourriné sur LinkedIn en me disant, bah, je vais me mettre à fond sur ce réseau parce que je pense que plus t'es focus, plus t'as de chance de réussir au début. Je crois que c'est important de démarrer comme ça, à fond sur un réseau. Maintenant que j'ai réussi, en fait, il faut que je diversifie. Ouais. Parce que là, ça commence à devenir dangereux de mettre tous mes œufs dans le même panier, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je commence à déployer l'audience sur Instagram, sur la newsletter et sur YouTube aussi. Donc forcément, c'est petit parce que c'est encore le début. Mais je me dis que dans un an, bah, peut-être que j'aurai atteint aussi des chiffres de followers intéressants. Et surtout, en fait, tout ne reposera pas sur LinkedIn. Donc, pour l'instant, tu vois, Instagram, en fait, je le nurture comme ça. Je me dis, bon, bah, j'y vais. Ça va monter au fur et à mesure. Et le jour où ça sera à 5000, 10 000 followers, là, je commencerai à m'y intéresser un petit peu plus. Et peut-être à créer vraiment du contenu pour cette plateforme, tu vois. Et d'ici là, j'attends et je fais un peu juste des petits trucs strict minimum, on va dire, pour que au moins ça existe et puis que je commence à décaler l'audience, quoi. Ok, d'accord. Bon, je te propose qu'on passe à l'autre sujet, de cette interview. Du coup, tu avais parlé dans une newsletter, du coup, pour y revenir, du fait que tu avais commencé sans être dans aucun cercle entrepreneurial, et que en fait, tu avais construit ces relations-là, ce cercle, via en fait un peu de démarchage finalement et des cafés. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce processus-là? Ouais. Alors effectivement, en fait, quand j'ai commencé, donc moi j'ai pas une famille d'entrepreneurs. Mes amis de plus long terme sont pas entrepreneurs non plus. Donc en fait, moi, personne m'a encouragée à devenir aller là-dedans, quoi. J'ai fait le master entrepreneuriat en partie pour ça aussi, en me disant bon bah voilà, mais j'ai besoin d'être au contact avec des gens qui l'ont fait aussi, parce que sinon là je sais pas même par où commencer, quoi. Donc j'avais quand même quelques potes à la sortie de ce master qui étaient elles aussi en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, elles étaient en train de monter des boîtes, justement des belles startups, tu vois. C'était des belles CEO comme on voulait bien. Et moi, moi, j'étais pas dans ce délire-là, donc j'étais un peu toute seule sur LinkedIn, tu vois. Même dans ma classe, ils se moquaient tous de moi à dire bon, bah, qu'est-ce qu'elle fout celle-là sur LinkedIn, à poster et tout. Donc je me suis vite rendu compte effectivement qu'il allait falloir que je m'entoure d'autres créateurs de contenu qui étaient comme moi. Là j'ai eu la chance en fait à ce moment-là, donc assez tôt, de tomber sur Thibaut Louis, qui
donc qui est aujourd'hui très très fort sur LinkedIn. Et à l'époque, en fait, il a fait le même master que moi, mais 1 an avant. Donc on se connaissait pas spécialement, on s'était déjà croisés de vue, parce que tu sais, ils font des soirées, des trucs comme ça, donc tu te vois, je savais qui c'était. Mais je lui avais jamais vraiment parlé. Et puis en fait, lui, il m'a appelé parce qu'il commençait à s'intéresser à LinkedIn. Il a vu que moi, je commençais à poster là-dessus. Du coup, on a fait un premier appel, puis un deuxième appel. Et puis après, on a fini par s'écrire tous les jours. Et puis aujourd'hui, on est super potes. On fait plein de trucs ensemble. On a fait le manuel LinkedIn ensemble. On a fait... là, je participe à son bootcamp. Tu vois, il n'y a pas un jour qui passe quasiment sans qu'on s'écrive, tu vois. On se soutient mutuellement de ouf. Et j'ai grandi beaucoup grâce à lui. Parce qu'en fait... c'est un peu comme si j'avais un associé, et j'ai la même chose aussi avec Caroline Jurado du coup et Nina Ramen, tu vois. En fait, c'est comme si j'avais 3 associés qui réfléchissent avec moi sur ma boîte sans avoir, tu vois, les inconvénients d'avoir un associé. C'est-à-dire que, en fait, il y a un moment où on partage pas, tu vois, le business, et je prends les décisions que je veux, et j'ai pas à avoir leur avis. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, comment j'ai fait ? Donc, Thibaut, il est venu à moi. Parce qu'en fait, c'est la magie du contenu, finalement, c'est que tu crées, et puis du coup, t'attires des gens, tu vois, t'attires des clients, t'attires des partenaires, t'attires des potes, tu vois. Donc Thibaut, je l'ai attiré. Caroline Jurado, c'est pareil. C'est elle qui est venue à moi suite à un post, et donc j'ai fait la rencontre avec elle comme ça. Et Nina, en fait, moi, je l'avais identifiée. J'ai attendu parce qu'à l'époque elle était bien plus élevée que moi, je me rappelle en termes de followers, donc je me suis dit je peux pas la contacter maintenant. Je suis trop à la masse par rapport à elle, tu vois. Et en fait je suis rentrée en contact avec Caroline Mignot qui elle connaissait Nina, et du coup tu vois j'ai fini par me faire présenter comme ça, et puis atterrir à faire un verre, etc. Et puis là on a accroché, et puis au final on est devenues super copines, tu vois. On se voit toutes les semaines. Ok, donc tu as utilisé finalement le réseau que tu avais déjà un peu pour atteindre des personnes qui étaient un peu plus loin. C'est ça. Donc en fait, je pense que si tu veux te lancer dans la création de contenu, tu vois, je pense que c'est pas tout à fait la même chose, genre quand tu vas aller dans l'entrepreneuriat, etc. Ou presque en fait, si, parce que tu vois, dans l'entrepreneuriat c'est pareil. Comment tu fais pour identifier les autres ? Tu vois bien les boîtes qui se montent, les levées de fonds qui sont faites. En général, les gens ils savent, tu vois, ils se connaissent quoi. Là sur LinkedIn on se connaît tous, tu vois, on sait très bien qui est qui, tu vois les mecs poster en fait, donc c'est le meilleur truc justement, tu postes et t'es visible, tu vois, et après tu vois bien les autres qui sont visibles, donc pour l'identification c'est hyper simple. Et après pour contacter les autres, là pour moi c'est l'importance de, tu vois, faut être à peu près au même stade de développement quoi. Ok. Et c'est comme ça que tu te fais vraiment des alliés après sur le long terme. D'accord. Si t'avais un conseil pour faire finalement le cercle de ses ambitions, on va dire, quand on est solopreneur et du coup pas très entouré par ces gens-là, ou par les gens qui font la même chose que nous finalement, qu'est-ce que ce serait ? Pour moi, ça revient à ça, c'est identifier les gens qui sont vraiment au même stade que toi. Ok. En fait, ce que tu essaies de faire, tu vois, c'est une tribu. Oui. C'est des gens qui vont être avec qui tu peux parler tous les jours, qui sont en train de vivre les mêmes choses que toi, tu vois. Genre avec Thibaut, Nina, Caro, tu vois, si j'ai une question, je leur dis putain, j'ai un problème avec les taxes, je comprends pas ce truc, ou alors vous aussi, vous êtes fait embêter comme ça, ou alors là, tu vois, je passe en URL et je veux dire, mais vous avez mis quoi en objet, machin. Tu vois, c'est un truc qu'elle a déjà fait 2 mois avant, et du coup, elle est passée là-dessus, donc elle sait. Thibaut, c'est pareil, je vais dire, tiens, j'ai un problème avec un client, là, je comprends pas, il va m'aider, mais en fait, et moi, je les aide mutuellement, tu vois, mais c'est parce qu'on est vraiment au même stade, tu vois, on est en train de vivre les choses au même moment, et ça, c'est très important. Donc, pour moi, déjà, il faut identifier ça. Quelles sont les personnes qui sont au même stade que toi pour que tu évolues avec eux ? Et quels sont ceux qui sont dans la même direction que toi ? Donc, en fait, ça va paraître débile, hein, tu vois, mais il faut regarder ce qu'ils font. Ouais. De A à Z, il faut se renseigner, tu vois. Où est-ce qu'il en est, etc. À peu près, c'est quoi son business model, où est-ce qu'il en est au niveau de CA, où est-ce qu'il en est au niveau de visibilité, ça fait combien de temps qu'il fait ça, tu vois. Et est-ce que du coup, moi, je suis au même stade ? Si tu es au même stade, t'envoies un petit message, hello, coucou, j'ai vu ce que tu fais, c'est très cool, moi je fais ça, est-ce qu'on peut discuter ? Et en général, la personne elle répond, tu vois, parce qu'en fait, si elle est au même niveau, elle a besoin de toi aussi, tu vois. Donc, probablement qu'elle aussi elle est toute seule,
qu'elle a besoin de potes, qu'elle en peut plus, tu vois. Et du coup, oui, elle sera contente, tu vois. Moi, j'étais contente de recevoir le message de Thibaut. J'étais contente de rencontrer Caroline Jurado. J'avais besoin d'elle et elles avaient besoin de moi, tu vois. Donc forcément, en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à se rencontrer. Mais il faut identifier les gens qui n'ont pas encore leur réseau, pas encore leur tribu, et qui ont besoin de toi. Ok, trop bien. Bon, c'est super conseil, je trouve. Écoute, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions que je voulais te poser. À part si tu as quelque chose à rajouter. Là, non, qui me vient en tête comme ça. Ok, d'accord. Mais... Ouais, ok. Bah écoute, on va passer aux questions de la fin. Du coup, j'ai des questions que je pose à chaque invité, qui sont un peu toutes les mêmes, qui sont un peu... Bon, c'est vrai que là, c'était très centré aussi sur la personne aussi, mais du coup, tu y as un peu en partie répondu, mais peut-être que tu peux nous parler encore d'autres personnes. Ma question, c'est, est-ce que tu as finalement des personnes qui sont un peu des coachs de vie, alors que tu as rencontré ou que tu n'as pas forcément rencontré, mais qui t'inspirent un petit peu Alors, outre Caroline Jurado, Nina Ramen et Thibault Louis, et Valentine Soda. Qui m'inspire quotidiennement, du coup, effectivement. Oui. Alors, en fait, moi, je vais chercher beaucoup mes inspirations dans des trucs qui n'ont rien à voir. J'aime bien... Enfin, rien à voir. Non, en fait, pas tant. Mais genre, tu vois, par exemple, pour poster sur LinkedIn, moi, j'aime bien aller regarder sur YouTube. Je suis fan de Lena Situation. Okay. J'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup regarder des films aussi, donc j'aime bien Wes Anderson, tu vois. C'est des choses qui vont m'inspirer. En fait, aller chercher dans le fantastique, tu vois, Harry Potter et tout, moi, c'est des choses qui m'inspirent parce que justement, ça sort totalement des problématiques business, des problématiques très terre-à-terre, tu vois. Ça stimule mon imaginaire. Et globalement, tu vois, je dirais que tous ces trucs-là, moi, c'est les choses qui vont m'inspirer le plus. Tu vois, je regarde des documentaires sur... tu vois, le documentaire sur Orelsan, par exemple, c'est la définition de ce que je kiffe absolument, tu vois. Et je vais sortir de là, je vais me dire, waouh, quoi. Ça m'a envoyé plein d'idées. Voilà, après, si des... Enfin, j'ai jamais eu ce truc d'avoir une personne en particulier que je suis toute ma vie et qui est mon mentor. Même petite, tu vois, genre quand on me demandait, tu sais, je me rappelle, il y avait les carnets d'idoles là, de ta meilleure amie, il fallait répondre aux questions de c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi ton groupe préféré, c'est quoi tes... Tu sais, il y avait cette phase où il fallait avoir un groupe de musique préféré et c'est comme ça qu'on t'identifiait. Et en fait, moi, j'ai jamais su rentrer dans cette case, mais en fait, je l'ai fait par défaut parce que je me suis rendu compte qu'il fallait le faire, tu vois, que si t'avais pas de musicien préféré, c'était un problème. Donc pour un moment, j'ai dit Gwen Stefani, alors que j'avais écouté 3 musiques d'elle. Et je disais, ouais, je suis fan d'elle. Mais non, en fait, tu vois. Donc en gros, j'ai pas de mentor a priori comme ça, dont je suis ultra fan et que je suis tous ces mantras, tu vois, et qui va m'inspirer ad vitam aeternam. Okay. Non. Tu prends un peu à gauche, à droite dans le fantastique. Mais même pas, tu vois, en fait, je prends un peu partout. Je découvre des profils, j'adore. Je consomme pendant 5-6 mois et après je vais passer à autre chose, tu vois, je vais prendre quelqu'un d'autre. Donc en fait j'ai plein de mentors. J'ai pas un seul mentor, quoi. Ouais, puis les créateurs évoluent aussi, et puis ce qui nous parle vraiment à un moment donné ne parle plus trop après, donc ça tourne. C'est ça. Je vais piocher là où je trouve de l'inspiration. En ce moment, tu vois, j'adore Sahil Bloom sur Twitter et LinkedIn. Okay. C'est un créateur américain. Je suis fan. Je trouve que c'est hyper cool ce qu'il fait. J'aime bien Dickie Bush aussi. Mon Justin Welch, tu vois, ça fait longtemps que je le suis. Du coup, tu vois, ses contenus, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Mais j'aime bien. En ce moment, je lis Susan Cain aussi, Le pouvoir des introvertis. Donc ça me fascine. Ryan Holiday, pareil, ça me fascine aussi. Il a fait Égoïste d'ennemi. Et puis d'autres bouquins. Et puis le dernier aussi à lequel je pense, Austin Kleon, qui a fait Still Like an Artist. Ok, d'accord. Voilà, mes dernières sources d'inspiration, on peut dire. Ok. Et puis le documentaire d'Orelsan. Trop bien. Celui de Selena Gomez aussi, que j'ai regardé. Ok, voilà. Je le connais pas celui-là, tu vois. De Selena Gomez ? Non. Il est sorti là il y a quelques jours. Ok, d'accord. Ouais. Bon. Il est ouf. Est-ce que tu as d'autres ressources un peu plus peut-être sur le personal branding ou en général sur LinkedIn ou d'autres ressources en général à rajouter ? Ouais. Bah alors le problème justement c'est que sur le personal branding je trouve qu'il n'y a pas de ressources, tu vois. Ouais. En fait moi j'ai quasiment rien trouvé. En anglophone peut-être ?
même en anglophone, j'ai galéré à trouver, tu vois. Et c'est là que ça m'a fait me dire, bon, bah, il y a besoin de parler besoin du de ton sujet. accompagnement. Voilà. Ou de ressources. Donc, en ce moment, je suis en train de rédiger mon livre, du coup, qui s'appellera L'art de se démarquer. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Ça devrait sortir en mars. Si tout se passe plutôt comme je pense que ça va se passer, je pense que ça sortira plutôt en mai. Avril-mai. Mais voilà, en tout cas, ça sera, j'espère, la ressource sur le personal branding. Sinon, aujourd'hui, il y a le livre de Welcome to the Jungle, qui est pas mal, qui est plutôt destiné aux salariés, par contre. Il y a Remarquable, aussi, de Pierre Dron, qui est pas mal aussi, et qui là peut s'appliquer aux freelances et solopreneurs sur le personal branding. Sur LinkedIn, il y a le livre de Christopher Piton, qui donne pas mal de théories, et puis sinon il y a le nôtre, le manuel LinkedIn de Thibaut et moi, qui lui est en ligne. Et je pense... Ah oui, et il y a la formation aussi de Justin Welch, qui est assez cool. Ok. Et des outils, peut-être que les outils que tu utilises vraiment tous les jours et que tu adores? J'utilise Notion. Notion, ok, Notion que j'utilise à fond. Google, enfin toute la suite, Google Agenda, Google Meet, Google Drive, tout ça, mais je suis à fond là-dessus. Et après c'est tout en fait. J'ai pas d'outils à proprement parler. Si, attends, j'ai un truc qui a sauvé ma vie. TextBlaze. Alors ça, TextBlaze, ah oui, j'en ai entendu parler, mais c'est un moyen en fait de faire des des raccourcis clavier, ouais. Tu fais des raccourcis clavier pour des textes. Donc en gros, moi j'ai plein de templates de messages qui pour répondre, parce que je reçois énormément de messages par jour. Et donc pour les traiter, tu vois, rapidement, je me suis dit en fait, j'essaie de créer des cas types, tu vois, et des réponses types. Et du coup, j'ai des réponses types que j'envoie comme ça grâce à TextBlaze. Maintenant, c'est même une freelance à qui je délègue ça. Ah ouais, carrément. Ouais, parce que ça demande beaucoup de temps quand même. Et c'est du temps que j'ai plus. Du coup... Et par contre, j'ai de l'argent, donc... donc voilà. Donc il y a un moment où voilà, faut déléguer, de toute façon, si tu veux évoluer. Voilà, donc TextBlaze, en tout cas, si vous n'êtes pas au stade de déléguer, déjà ça fait gagner vachement de temps pour les automations de texte. Ça peut être des trucs débiles, tu vois, mais hello, merci pour la facture, nanana. Si tu veux prendre un rendez-vous, voici mon lien Calendly. Tu vois, c'est des phrases que tu écris tout le temps, mais du coup, là, au moins, j'ai /call, quoi. Oui, ça marche bien. Ça marche trop bien. Ouais. Voilà. Trop bien. Tu reçois combien de messages par jour à peu près? Tu sais ou pas? Ouais, j'ai essayé de calculer. En fait, alors, il y a les messages de gens que je connais, tu vois, déjà, ça fait beaucoup de messages. Les emails de mes clients, etc. Donc, en fait, ça fait déjà pas mal. Je dirais qu'en fait, de nouveaux messages, donc de nouvelles personnes qui me contactent par jour, il y en a à peu près 20. Ok. 10-20. Donc, dit comme ça peut paraître... ouais, mais il y a des actions à faire à chaque fois, quoi. Petit. Mais en fait, tu te dis, quand t'étales, ça fait 140 personnes par semaine qui me contactent, tu vois, qui veulent des trucs dans tous les sens. Et par mois, ça fait à peu près 500 et quelques, tu vois, qui veulent soit des partenariats, soit être client, soit prendre un café avec moi, me rencontrer, faire un podcast, faire des interviews, que je partage leurs posts, que je leur donne des conseils, que je leur mon avis, nanani, tu vois. Et en fait, quand t'étales tout ça sur un mois, tu te dis, tu vois, si je devais passer 1 heure avec 500 personnes, tu vois, ça ferait 540 heures. Et en fait, je peux pas, quoi. Ouais, mais c'est sûr. Donc, mon job maintenant, c'est de dire non à 95% des demandes que je reçois. Bon. Eh bien, je suis très flatté, du coup, d'avoir fait partie des 5% à qui t'as répondu sur LinkedIn favorablement. Ouais, bon. Très bien. Est-ce que tu as une personne que tu souhaites recommander, une ou plusieurs personnes que tu aimerais voir sur ce podcast? Ouais, je vais dire mes potes, hein. Je vais dire Thibaut Louis, Nina Ramen, Caroline Jurado.
Ok, bon bah très bien, c'était clair, simple, efficace, tu savais déjà à l'avance. Très bien, bon bah écoute Maud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon on va chiner pour la fin. Non, je vais finir sur un poum poum pidou. Bah très bien. Voilà. Voilà, poum pipidou. C'est tout pour cet épisode avec Maud Alaves. J'espère que tu as apprécié le visionner autant que moi j'ai apprécié passer ce moment avec toi Maud. N'oubliez pas, vous avez tous les liens, toutes les ressources, tous les outils dans le premier lien de la description. Et encore un grand merci à Factory 5.42 pour rendre ce podcast possible. À la semaine prochaine, c'était Clément SSB.